votre présence aujourd'hui pour cette présentation. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu le panorama de la menace et de faire un focus notamment sur les ransomware, donc rançongiciel en français. Alors avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc je suis Sina Koubi, technical leader et responsable du pôle cyber au sein de la société Ornisec. Ornisec, qui est une société spécialisée en cybersécurité, notamment sur les activités d'audit et de conseil. Voilà. Je vous présente rapidement nos activités, donc audit et conseil. Pour ceux qui connaissent l'ANSSI, donc l'ANSSI délivre des qualifications, notamment la qualification PASI, qui est propre à l'audit et qui porte sur plusieurs portées d'audit, donc notamment architecture, configuration, code, tests d'intrusion et organisationnel et physique, donc sur lesquels nous sommes aujourd'hui qualifiés. Conseil, où on va avoir un large panel d'activités qui va viser à améliorer la maturité cyber de nos clients. Et donc tout ça, ça peut passer par de l'élaboration de PSSI, de procédures, de politiques ou encore de schémas directeurs sur euh, plusieurs années pour augmenter le niveau de sécurité. Également, on a la maîtrise de nombreux référentiels, type ISO 27001, RGPD, LPM, NIS, les sujets un peu à la mode en ce moment. Et également, un autre gros pan de notre activité, c'est l'assistance RSSI. On va prendre le rôle d'RSSI externalisé au sein de nos clients. Et un petit panorama rapide de nos clients. Donc historiquement, de nombreux clients dans le transport aérien, notamment dû au fait que notre fondateur, donc Ayoub Sabar, qui devait être présent aujourd'hui et que je remplace, était RSSI d'un aéroport. Et c'est naturellement qu'en montant la société Ornisec, les premiers clients étaient plutôt dans ce sous-secteur-là. Euh, et ces 3 dernières années, on s'est beaucoup diversifié. Aujourd'hui, on est présent sur globalement l'ensemble des secteurs d'activité. Voilà, donc je vais commencer la présentation et donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des compléments ou même peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. J'aime le débat et j'aime que ce soit interactif, donc n'hésitez surtout pas soit à prendre directement la parole, soit à poser la question dans le chat. Et donc, je vais commencer avec un rançongiciel. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement un rançongiciel? C'est un ransomware en anglais et c'est un virus, un malware, un programme malveillant dont le but est d'obtenir de la victime le paiement d'une rançon. Donc, c'est comme un kidnapping, hein, en gros. Sauf que là, le kidnapping, c'est pas le kidnapping d'une personne, c'est plutôt le kidnapping de vos données. Et donc typiquement, ce qu'on peut voir affiché sur nos écrans de poste de travail ou de serveur quand ça nous arrive, c'est typiquement cette petite fenêtre que vous voyez ici en rouge, euh, qui vous donne un message en vous disant que voilà, vos fichiers ont été chiffrés et qui ne sont désormais plus accessibles. Donc cette petite fenêtre-là correspond au malware qui s'appelle WannaCry. Donc c'était un, un malware qui était assez violent et qui a fait beaucoup de dégâts, surtout aux alentours de 2017, donc, qui a attaqué énormément d'entreprises. Et globalement, ce qu'on peut voir sur cette fenêtre, c'est qu'il y a plusieurs informations. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à mon ordinateur? Comment est-ce que je peux faire pour récupérer mes fichiers? Et comment est-ce que je fais pour payer? Et notamment, on voit bien qu'il y a une adresse Bitcoin, l'adresse d'un portefeuille de crypto-monnaie, l'adresse à laquelle donc on peut payer pour débloquer l'ordinateur. Et là, en l'occurrence, on voit que la rançon demandée, c'est 300 $ en Bitcoin. Sachant que ça, c'est sur un seul ordinateur, et donc forcément, vous faites la multiplication par le nombre de postes de travail qui sont présents sur le réseau et qui ont été touchés par le malware, qui peut monter finalement extrêmement vite. Autre chose qu'on peut voir sur cette fenêtre, c'est que vous avez des timers, donc ça vous met quand même une certaine pression. Et vous avez donc un temps restant pour le paiement et un temps restant pour récupérer vos fichiers. Donc les attaquants en fait ont créé ça pour mettre la pression sur les victimes et avoir plus de chances d'obtenir la rançon. Également,
Ce que je peux dire sur cette partie, c'est qu'il y a, parfois et même, de plus en plus souvent une double extorsion avec vente. C'est-à-dire qu'en fait les attaquants vont rentrer, sur votre réseau. Ils vont chiffrer toutes les données, pour qu'elles soient inaccessibles par vous et en même temps, ils vont, les exfiltrer. Ce qui fait que, ils vont d'une part essayer de récupérer de l'argent grâce à la rançon qu'ils vont vous demander et également grâce à la vente des fichiers qu'ils auront exfiltrés, qui peuvent avoir, une certaine valeur en fonction du contexte et du secteur d'activité, de la victime. Je donne un exemple, si on est, dans une société, assez critique, type pharmaceutique qui a des secrets industriels, ça peut faire parfois très, très mal. Et c'est aussi un marché de plus de 1 000 milliards de dollars par an, et ici, on voit une petite liste de rançongiciels, donc c'est, plusieurs types de malware qui ont été créés par plusieurs types d'attaquants avec, des profits connus ou estimés, donc pour, le plus violent, donc c'était CryptoWall. Là, bon, la slide date un peu, mais aujourd'hui, on est plus sur du Logbit 3.0 qui est clairement, l'acteur, le groupe d'attaquants, cybercriminels le plus connu, dans le monde à ce jour. Donc les impacts, quelles sont les conséquences finalement de ces attaques? Eh bien, il y a énormément, d'impacts derrière, des impacts déjà à court terme, mais aussi des impacts, qui ne se voient pas directement et qui proviennent plus à moyen et à long terme. Donc à court terme, bien sûr, on a directement une indisponibilité des services, on a l'incapacité de mener à bien, nos activités. Tout ça, va ensuite déclencher une perte financière. Bien sûr, si on n'est pas en capacité de délivrer notre service ou de délivrer notre produit, forcément, on ne gagne plus d'argent et on va surtout passer à un fonctionnement en mode dégradé. Donc un fonctionnement en mode sans informatique, papier, stylo, lorsque c'est possible bien sûr, parce que parfois, clairement c'est pas possible et donc tout ça derrière après on va avoir, impact sur l'image, que ce soit au niveau des clients, des partenaires, des prestataires. Impact juridique, s'il y a eu des fuites de données par exemple, il y a des réglementations qui régissent, tout ça, notamment, le RGPD. En cas de fuite de données personnelles, donc, il peut y avoir des amendes qui peuvent être assez salées et ça peut, même aller jusqu'au dépôt de bilan, de la société. C'est déjà arrivé pour, plusieurs entreprises, parce qu'elles étaient en incapacité de récupérer leurs données, et ne pouvaient pas continuer, sans. Donc en cas de rançongiciel, donc c'est un type de virus qui est quand même, assez violent, qui se propage assez rapidement sur le réseau et qui a un gros impact, hein, sur le système d'information et donc c'est pour ça que plusieurs mois sont nécessaires pour établir, le SI dans son mode de fonctionnement, nominal. Alors déjà, plusieurs semaines juste pour la reconstruction, c'est-à-dire redémarrer, l'activité le plus vite possible, en remettant, en place, les services les plus critiques. Et une fois que l'activité est redémarrée, l'état de crise est levé, ça veut dire qu'on a à peu près 80 du système d'information qui est fonctionnel. Il reste après les services, on va dire annexes un peu moins importants, sur lesquels on va travailler et donc ça va prendre plusieurs mois, pour la remise en service en mode nominal. Et enfin, plusieurs années, pourquoi? Parce que c'est jamais terminé. Il est nécessaire de, travailler sur le renforcement du niveau de sécurité à long terme et donc là, ça va passer par notamment la mise en place d'un plan d'action, sur, le niveau de sécurité du SI afin d'élaborer plusieurs chantiers, plusieurs projets en cybersécurité, que ce soit des projets techniques ou encore des projets organisationnels. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques à faire à Sina? Maxime, je vois que vous avez mis un petit commentaire. Est-ce que vous souhaitez le lire à haute voix? Alors je vais le lire, hein, peut-être. Oui, à ce Heu, moment-là.
Heureusement Oula, qu'une clé de vous m'en déchiffrement. demandez beaucoup de prendre la parole, je suis pas très à l'aise, mais bon, non, c'était juste un petit commentaire, juste une info que j'avais vu passer juste avec ma veille informatique, mais, genre au niveau du WannaCry, je crois, à cette époque où il était sorti, peut-être 1 ou 2 ans après, ça avait sorti une petite clé de déchiffrement un peu universelle sur un GitHub et qui fonctionnait pas mal pour déverrouiller et ne pas laisser les SI, s'embarquer dans les comment dire? La politique du rançon et d'envoyer des bitcoins et tout le bordel pour retrouver sa propre clé de déchiffrement. Mais ça marchait pas dans tous les cas, hein, les nouvelles versions ne fonctionnaient pas avec cette clé. Exactement, tout à fait. Merci pour, le commentaire et oui, c'est totalement vrai. En fait, il y a des chercheurs, en sécurité qui vont travailler dessus et même des agences gouvernementales comme l'ANSSI en France, pour ne citer qu'eux. Et donc ils travaillent, notamment sur ces malwares, ils les étudient et essayent de trouver, notamment des clés de déchiffrement à diffuser aux victimes pour qu'ils puissent retrouver leurs données. Alors, c'est un peu ballot parce qu'il y a certaines victimes qui n'ont pas sauvegardé les machines chiffrées et donc qui ont, finalement, perdu, toutes leurs données et qui n'ont même pas pu, utiliser cette clé de déchiffrement. Donc, voilà, ça c'est sorti, ça a mis plusieurs années, mais du coup en général, les entreprises ont déjà remonté le SI, ils sont déjà passés à autre chose. En tout cas, s'ils ont réalisé une sauvegarde des données chiffrées, en effet, ça pouvait être, heu, assez intéressant pour eux. Est-ce qu'on peut dire que ces entreprises qui n'ont pas fait de backup n'ont pas, comme planifié ce qu'on appelle un PRA? Je ne sais pas Alors, si c'est ça le PRA? J'ai juste vu passer, hein, je suis pas encore dans mes formations donc j'essaye de comprendre. Excusez-moi. bonne question. Alors là, là, on parle vraiment de backup, lorsque le système d'information était dans son mode de fonctionnement nominal et en effet, on va parler notamment de PCA-PRA, donc plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité. Et en fait, les sauvegardes ont une importance réelle là-dessus parce que, quand on est en mode gestion de crise, lors d'attaques de ce type, on va déclencher une crise, parce qu'on va être en gestion de crise et la gestion de crise va décider ou pas de déclencher ce fameux plan, de continuité de reprise d'activité. Donc la continuité d'activité, ce plan-là va, comme son nom l'indique, permettre la continuité d'activité, c'est-à-dire, heu, permettre, le fait que les activités puissent continuer, à être réalisées, même en mode dégradé. Et en paral en parallèle, pardon, le PRA, va être activité pour remettre en place à son mode, de fonctionnement nominal, le système d'information. Donc c'est 2 plans en fait qui vont fonctionner, heu, quasi, en parallèle. Super, merci. Je m'arrête tout de suite parce que sinon on va faire ça pendant 1 heure. Merci beaucoup. Pas de souci. Bon, il faut pas hésiter s'il y a des questions. Hop. Donc, un petit retour d'expérience qu'avait eu, la mairie d'Angers, la ville d'Angers, qui avait été attaquée en 2021. Donc à l'époque, le maire d'Angers était monsieur Christophe Béchu, qui a témoigné d'ailleurs dans une vidéo brute que je vais passer, juste après et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a, clairement, il y a plus rien qui fonctionne et ils n'avaient plus la capacité à pouvoir produire le suivi de leur mission administrative, par exemple. Et ils ont eu au final, 18 mois de mode dégradé. Donc je vais passer à la vidéo, hésitez pas alors normalement le son va fonctionner, mais n'hésitez pas à me le dire, si, s'il y a un souci. Je n'aurais pas cru qu'on serait amené potentiellement à réactiver la faxe du moins 1. Je me moquais souvent de ma collègue parce que je lui disais tu n'as plus besoin de ce code postal, on a internet. Dire que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment dépendant de l'informatique, puis surtout on a l'impression de régresser. Pour Brut, je vous emmène à Angers où une cyberattaque paralyse depuis plusieurs jours les sites web et les services de la mairie. Là, je suis dans le hall du public, il n'y a plus aucun ordinateur qui marche, il n'y a plus aucun écran allumé. Par mesure de sécurité, les employés ne doivent plus utiliser leur ordinateur. Donc c'est un retour au papier et au crayon ici. Plus d'informatique, donc on n'a plus que le téléphone, et puis plus d'informatique, plus d'internet. On a ressorti le code postal de 1989, qui va nous permettre d'avoir toutes les collectivités de France avec leur code postal pour leur adresser nos courriers qu'on fait maintenant en manuscrit. On multiplie par 2 voire par 3 tout ce que l'on doit faire puisqu'il faut tout faire de manière manuscrite. Donc on écrit. Donc on tourne par demi-journée sur les postes parce que c'est beaucoup plus fastidieux.
Dans l'ascenseur, il y a une affiche, c'est écrit « N'ouvrez pas vos ordinateurs ce lundi matin, une cyberattaque a eu lieu ce week-end et endommage tout notre système d'information ». Écoutez, le pire qui pourrait nous arriver, ce serait de ne plus avoir d'électricité, c'est-à-dire qu'en plus, on n'est plus les ascenseurs, la lumière, etc. Parce que pour le reste, on est en mode extrêmement dégradé, où chacun fait un peu ce qu'il peut. Voilà ce qui nous relie à l'extérieur à l'heure qu'il est. On avait pourtant eu un débat sur le fait de savoir si ça valait le coup de conserver ce fax, et puis on s'était dit que on ne sait jamais, ça pouvait toujours servir, mais je ne pensais pas qu'on en aurait l'usage en ce début d'année 2021. Il sert typiquement, comme hier, à envoyer le dépôt de plainte au procureur, de manière à ce qu'il arrive en temps réel, au lieu d'envoyer quelqu'un pour le porter. La cyberattaque a eu lieu dans la nuit du vendredi 16 janvier au samedi 17 janvier. D'abord, c'est le compte Twitter personnel du maire qui a été piraté, et ensuite une attaque d'une plus grande ampleur a visé les services informatiques et numériques de la mairie. Les gens entrent dans notre système, pour dire les choses de manière simple, et chiffrent, cryptent des fichiers qui normalement étaient accessibles, rendant inutilisable toute une partie de l'architecture de notre système informatique. Il y a plusieurs types de cyberattaques qui sont encore une fois généralement le fait de mafias très bien organisées. Parfois il s'agit effectivement de ce qu'on appelle de rançonnage, donc en clair on crypte vos données ou bien on subtilise vos données et puis on vous propose de vous les rendre contre une rançon. Donc, évidemment personne n'entre dans ce jeu-là. À ce stade, on n'est pas en mesure de vous dire si effectivement une demande de rançon sera associée à cette cyberattaque, comme nous ne savons pas aujourd'hui si effectivement, en tout cas nous n'avons pas la preuve que nos données ont été extraites de notre système d'information. L'impact de la cyberattaque dépasse le simple cadre de la mairie. Par exemple, samedi, la bibliothèque a dû fermer puisque la base de données n'était plus accessible. La plupart des services concrets se poursuivent. On n'a pas arrêté la collecte des ordures ménagères. On continue à alimenter en eau les robinets des 300 000 habitants de l'agglomération. En revanche, nous n'avons plus depuis ce week-end la capacité à pouvoir produire de manière normale le suivi de nos missions administratives. En clair, on ne peut pas délivrer par exemple un extrait d'acte de naissance à quelqu'un qui viendrait le chercher en mairie puisqu'on n'a pas accès, on n'allume pas les ordinateurs, donc on n'a pas accès à ces fichiers. Angers n'est pas la première municipalité à connaître ce genre de cyberattaque. Vincennes, La Rochelle ou encore Marseille ont connu des attaques en 2020. En France, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui lutte contre ces attaques. Donc, dès le samedi matin, la mairie d'Angers s'est rapprochée d'eux. L'ANSSI a mené 50 opérations en 2019 et 200 en 2020. Ça veut dire qu'en une seule année, le nombre de victimes de cyberattaques a été multiplié par 4. Celle-ci vise aussi bien les institutions publiques que les entreprises privées. Le poids de l'informatique dans la vie quotidienne des services publics n'a pas cessé d'augmenter. Et on nous encourage à ça. Le Covid, avec toutes les procédures à distance, avec le télétravail, il a fait qu'on a continué à mettre sur nos serveurs des fonctionnalités qui autrefois n'existaient pas. Et on s'est beaucoup plus concentré sur le fait d'augmenter les services qu'on offrait à la population via le numérique qu'au fait de protéger l'architecture de ces systèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Ça veut dire qu'on n'a pas mis assez d'intensité et assez d'efforts là-dessus. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien le retour d'expérience qu'ils ont eu face à la cyberattaque. Donc on voit vraiment que les impacts peuvent être quand même assez violents. Ce qui les relie à l'extérieur, c'était uniquement le fax qu'ils avaient et qu'ils avaient même prévu d'amener à la déchetterie, mais voilà, heureusement qu'ils l'avaient gardé avec le fameux livre code postal de 1989. Donc c'est vraiment un retour au Moyen Âge, quoi. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la suite? Le fameux crypt, ouais, en effet, on dit jamais crypt, on crypt ça vient de l'anglais, mais en français on dit chiffré. Donc, a priori, pas de questions. Très bien. Voilà, donc pour continuer sur le contexte, on a un écosystème qui est vraiment de plus en plus structuré. Sur le dark web, qui est vraiment accessible facilement, il y a des ventes d'accès en direct sur le dark web. Là, par exemple, il y avait une vente d'accès, donc c'est marqué en russe, mais ils vendent ça à 2,50 $. Donc 2,50 $ pour un accès en VPN pour accéder au système d'information d'une entreprise, clairement, c'est donné, quoi.
Donc il y en a de plus en plus. Ça peut provenir de différentes sources, ça peut provenir d'un interne malveillant, ça peut provenir de quelqu'un qui vient de démissionner ou qui est en désaccord avec sa direction. On peut avoir vraiment tout type, de profil. Ça peut être aussi, tout simplement une fuite de données, hein, qui provient d'une entreprise ou d'un autre service, n'importe lequel. Je dis n'importe quoi, une société ou, une entreprise de réseaux sociaux. S'ils ont une fuite de données, qui concerne, je sais pas moi, une personne qui s'appelle Monsieur Dupont. Monsieur Dupont était inscrit sur ce réseau social, hem avec, un mot de passe qu'il réutilisait malheureusement pour les identifiants de son entreprise et donc quelqu'un a essayé de s'y connecter en réutilisant ce mot de passe-là et voilà, ça a fonctionné. Donc le classique. Il y a également donc le ransomware as a service qui est vraiment bien structuré depuis maintenant, on va dire, 2-3 bonnes années et c'est une vraie organisation, cybercriminelle. L'idée en fait de ce système, c'est que en fait, il y a derrière le groupe d'attaquants, donc le groupe qui va développer le ransomware et vous en fait, vous pouvez l'utiliser comme un simple service, comme si vous contractualisiez, pour accéder à du SaaS, du PaaS, et autres, donc des services dans le cloud. Et donc, ce que proposent notamment, ces groupes d'attaquants, ce sont, des on appelle ça des affidés, hein. Ils proposent, comment dire? Une, une partie commerciale qui est quand même assez intéressante. Par exemple, si, moi je suis un interne malveillant, je cherche à me faire un petit peu d'argent, et donc je vais vendre mon accès à un de ces groupes de cybercriminels. Eux vont utiliser cet accès-là pour accéder au réseau, élever leurs privilèges et propager le ransomware sur le réseau informatique et donc essayer d'obtenir la rançon et si ça fonctionne, je récupère par exemple 20 ou 30 des bénéfices. Donc c'est un vrai système, structuré, que les cybercriminels ont mis en place et il y a après le blanchiment de bitcoin. Donc l'idée, c'est que, toutes ces rançons-là, elles sont payées en bitcoin. Donc le bitcoin, c'est une crypto-monnaie et par définition, les crypto-monnaies, rend, on va dire, la traçabilité beaucoup plus compliquée. Le principe, de cette monnaie décentralisée, c'est que, il y ait de l'anonymisation et donc finalement, imaginons qu'on ait, 1 000 000, 2 000 000 de bitcoin, bah, qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on fait pour utiliser, tout cet argent? Eh ben, il y a, tout un processus de blanchiment de bitcoin. Il y a vraiment beaucoup de solutions. Je vous en donne une, assez simple, donc par exemple, acheter des choses, sur internet avec des bitcoins. Il y a certains sites qui le permettent. Je dis n'importe quoi, hein, acheter des télés, des téléphones, des ordinateurs et ensuite les revendre, sur, des marchés libres comme, Le Bon Coin en France, pour récupérer de l'espèce ou un chèque de banque ou, quelque chose comme ça. Donc ça permet de blanchir l'argent et donc on est face vraiment à des profits qui sont vraiment très importants parce que le ROI moyen, donc le ROI, c'est le retour sur investissement, il est de 500 en moyenne. Et donc 500 clairement, vous trouverez jamais un business, qui a un retour sur investissement aussi élevé. Concernant la vente de données, donc on a parlé d'exfiltration de données tout à l'heure, hein, il y a la vente de données personnelles qui peut être vendue, de 30 centimes à 2 € par personne en fonction de la précision de ces données. Donc là, vous allez me dire que sur une personne, voilà, ça vaut pas grand-chose. Mais lorsque, une grande entreprise, se fait pirater avec, des milliers de clients, voire des millions de clients et ben là, pour le coup, ça a du sens. Et les données de santé, c'est encore, plus critique, hein, 408 € en moyenne par information, étant donné que les données de santé sont vraiment les données les plus critiques, et les plus personnelles. Et donc tout ça, ça augmente les sources de risque parce qu'aujourd'hui, tout le monde, peut être une source de risque finalement. Il y a pas que les groupes cybercriminels, ça peut être aussi, une personne lambda dans une entreprise, ça peut venir vraiment de partout. Pour continuer sur, quelques statistiques,
Donc aujourd'hui, c'est clair, hein, les rançongiciels, ils représentent vraiment la menace informatique numéro un et la plus sérieuse, en France en tout cas. Au niveau mondial, la France est 5e en termes d'attaques par rançongiciel, selon un rapport qui date de 2022, et 3e au rang européen, donc derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Également, autre statistique intéressante, entre janvier et avril 2022, 31 établissements de santé touchés par des attaques de rançongiciel et 150 entreprises potentiellement touchées en rebond pour une seule entreprise attaquée. Qu'est-ce que ça veut dire en rebond? Ça veut dire que par exemple, donc moi j'attaque une entreprise A, et cette entreprise A, elle avait des liens avec des partenaires ou d'autres entreprises. Et donc par rebond, en attaquant cette entreprise A, je vais rebondir sur une entreprise B, une entreprise C, une entreprise D. Et donc, on va dire qu'on va appeler ça des dégâts collatéraux, mais ça va permettre au groupe d'attaquants de toucher plusieurs cibles en une fois. Bien sûr, s'il y a des manquements en termes de sécurité. Et enfin, le graphique, le plus intéressant, donc celui qui est tout à droite, ce sont les secteurs d'activité touchés par les rançongiciels en 2022 en France, et on voit qu'il y a une grosse partie qui concerne notamment les PME, TPE, ETI et les collectivités territoriales et locales. Donc ça représente à eux 2, quasiment, 2/3, des attaques. Et pourquoi? Parce que, en fait, ces typologies, d'entreprises et d'administrations publiques, ce sont on va dire les organismes qui ont le moins de budget ou qui ont le plus de difficultés à obtenir du budget en cybersécurité. Et donc ça se ressent dans les attaques parce que, du coup ces types d'organismes ont, une maturité, on va dire, plus faible en termes de cybersécurité. Je regarde s'il y a des questions. Script Kiddies, en effet, c'est bien Kiddies avec un i, donc c'est une faute de ma part. Il y a carrément un web panel dédié aux clients, des ransomware avec la liste des attaques en cours, en son attente, en voie de mail. En effet, je vais le présenter juste après. Comme France Travail sur les données récupérées, en effet, France Travail, 33 millions de Français concernés, donc quasiment la moitié de la France. Ça fait de parfaites listes de diffusion pour les campagnes de phishing. Et en effet, voilà, si on récupère la moitié des adresses mail des personnes en France, on a de quoi faire du phishing assez facilement, quoi. Et si juste 1%, voire même 0,5% de ces 33 millions tombent dans le panneau, ça fait des attaquants, des personnes assez riches, quoi. Je voulais revenir sur le Covid qui nous a tous marqués, parce que voilà, on était tous confinés chez nous, on pouvait pas faire grand-chose, mais les attaquants, eux, s'amusaient bien. Donc 142 incidents traités par l'ANSSI en 2020, donc c'était 54 en 2019, ça fait une augmentation de 262. C'est une augmentation qui est énorme et on va dire que le Covid, c'était vraiment un tournant au niveau des rançongiciels, parce qu'en fait, vraiment à partir de cette période, on a eu une augmentation incroyable de ce type d'attaque, et qui plus est, attaquait notamment les structures les plus sensibles. Durant le Covid, on a vu énormément d'établissements de santé touchés par des attaques de ce type-là. Et en fait, ils en profitaient. Pourquoi? Parce que les établissements de santé, on va dire qu'elles étaient dans des situations assez compliquées, avec énormément de patients qui entraient dans les établissements, parce qu'il y avait beaucoup de malades, beaucoup de personnes touchées par le Covid. Donc, ils étaient un peu en situation de crise. Et donc, les attaquants, ils ciblaient plutôt ces organismes-là, déployer leur ransomware et demander une rançon, ce qui leur permettait d'avoir plus de chances que l'établissement de santé paye, notamment dû au fait que l'établissement de santé était déjà en situation de crise avant l'attaque, notamment dû à l'afflux de personnes touchées par le Covid. Donc clairement, il n'y a pas d'éthique, hein, c'est tout pour l'argent, heu et malheureusement, c'est comme ça. Donc, je voulais vous donner un exemple avec le groupe Logbit, qui, qui sait mettre la pression comme il faut, notamment donc c'est la mention qui a été faite en commentaire. Donc Logbit, c'est un groupe cybercriminel qui est assez connu, qui a fait notamment l'objet d'une opération par les forces de l'ordre qui a partiellement fonctionné.
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le groupe cybercriminel numéro 1 dans le monde, hein. C'est eux qui ont le plus gros nombre d'attaques, qui gagnent le plus d'argent, je pense. Et donc, ici, c'est leur site web, bien sûr, qui n'est pas accessible directement sur Internet, mais plutôt sur le dark web. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont demander une rançon. Donc, ils vont envoyer le ransomware sur le réseau des entreprises qui vont pirater. Et ensuite, ils vont afficher une case. Donc, chaque case rouge correspond à une entreprise piratée. Avec notamment le timer qu'on retrouvait également dans la fenêtre malware que j'ai présentée au début. Et en cas de non-paiement de la rançon par la victime, toutes les données récupérées par Logbit étaient publiées directement sur leur site. Donc on avait juste à cliquer sur une des cases rouges et accéder aux données de l'entreprise. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi est-ce qu'ils revendaient pas les données? Tout simplement parce que, c'était pas intéressant pour eux, et ça leur permet surtout de leur construire une réputation. Pourquoi une réputation? Parce que là, voilà, là y a on voit, uniquement, 12 entreprises, mais, la liste était vraiment, très, très longue, hein, il y en a des centaines. Heu et en fait, lorsqu'une entreprise se fait attaquer par Logbit et qu'elle se rend sur son site et qu'elle voit toutes les données qui ont été publiées, elle voit bien que ce groupe-là, voilà, c'est pas des rigolos et ils mettent, vraiment, enfin, ils font ce qu'ils disent, hein, c'est-à-dire que si on ne paye pas la rançon, ils divulguent les données. Donc ça rajoute une pression supplémentaire, aux victimes pour payer, cette rançon. Donc, Logbit met vraiment toutes les chances de leur côté pour obtenir le paiement de cette rançon. Alors je regarde les commentaires en même temps. Bon, j'avais quelques commentaires. Et donc, est-ce qu'il faut payer finalement avec toute cette pression? Eh ben non, il faut pas payer. Clairement, on n'a aucune garantie hein, de récupérer que ce soit nos données ou l'accès à nos systèmes. Hem, j'ai 2 exemples, à vous donner. La première, c'est, une victime s'était fait attaquer encore une fois par un ransomware. Toutes les données étaient chiffrées et l'attaquant donc, la victime pardon, donc avait décidé de payer la rançon. Donc, une certaine somme quand même assez non négligeable avait été, payée en bitcoin. Et le groupe, d'attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, «Très bien, eh bien, merci beaucoup pour l'argent. Maintenant, on va doubler la rançon et bien sûr, on vous donne pas encore accès à vos données». Donc clairement, oui, c'est aberrant, mais c'est pas forcément choquant parce qu'on a vraiment affaire à des cybercriminels, hein. Ils ont pas d'éthique, ils ont pas de code, ils ont pas de respect, ni rien. Donc c'est totalement, logique. Et un autre exemple, c'était, une victime qui avait essayé de négocier la rançon. Donc en fait, je dis n'importe quoi, hein, mais au lieu de 70 000, au lieu de 100 000 ils ont, envoyé 70 000. Ils ont essayé d'avoir une réduction de 30 ou quelque chose comme ça. Le groupe d'attaquants a gardé les 70 000. Ils ont dit merci et ensuite ils ont divulgué, les données, directement sur leur site. Donc il y a vraiment aucune garantie, que vous allez récupérer vos données, que, ces données seront intactes. On ne sait jamais, ça se trouve dans les données, qu'ils vont, vous redonner, il y aura aussi des malwares. Enfin, une fois qu'on a affaire à des cybercriminels, on est sûr de rien. Hop, donc après, je voulais faire un petit focus sur la Bretagne, une merveilleuse, région, qui provient du baromètre régional, de 2023. Avec le top 3 des risques cyber en Bretagne. Et le premier, bah, clairement, c'est le ransomware, hein, même au niveau monde, c'est celui-ci. Il y a également l'exfiltration et enfin l'erreur humaine. Et donc ça, c'est assez important parce que ça représente, bien la chose, hein. Le ransomware est bien le la menace, numéro 1 et je peux même citer, un rapport que j'ai vu, il y a quelque temps. Donc c'est le rapport, du groupement des assurances, donc tout ce qui est AXA, et cetera.
Donc ils font des rapports sur les risques chaque année et ça fait plusieurs années que clairement la menace numéro un, c'est la cyberattaque. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la cyberattaque, il y a des menaces qui sont, enfin, qu'on imagine normalement beaucoup plus élevées, comme par exemple tremblement de terre, tout ce qui va être tornade, catastrophe naturelle. On se dit qu'il n'y a pas pire. Et ben non, finalement, la menace qu'on craint le plus depuis plusieurs années, c'est bien le ransomware qui est numéro un. Quelques statistiques pour la Bretagne. Hem, Concernant les entreprises bretonnes donc qui ont déjà été victimes, de cyberattaques, donc à peu près, 36, donc soit, un peu plus d'un tiers des entreprises, ce qui fait, quand même, beaucoup, clairement et 24 de ces incidents, sont qualifiés de majeurs avec un blocage de plusieurs jours et une exfiltration des données. Donc là, on n'est pas loin, d'un tiers des incidents, hein, donc ce qui fait quand même, un paquet, je pense, d'entreprises qui ont dû être touchées. Et en termes de budget, qu'est-ce que ça donne? Le budget cybersécurité en Bretagne, en moyenne, c'est 6,5 du budget informatique qui est consacré à la cybersécurité. C'est en légère augmentation, mais ça reste peu, notamment, face, à la situation actuelle et au panorama, des menaces. Et donc il y a 2 freins constatés à la cybersécurité en Bretagne. Les 2 freins majeurs sont notamment le manque de ressources humaines. Il n'y a pas assez de monde pour s'occuper, de la sécurité, en interne dans les entreprises et surtout le manque de moyens financiers. C'est compliqué d'avoir du budget, lié à la sécurité. Pourquoi? Parce que, déjà la sécurité ça coûte cher et de 2 ça rapporte pas d'argent. Donc, c'est assez compliqué de le enfin de le, on va dire de le coacher, le sponsoriser dans une entreprise. Bien sûr, il y a toujours des entreprises qui ont des dirigeants qui sont quand même sensibilisés à la cybersécurité et qui, eux, mettent les moyens. Pour terminer sur la Bretagne, donc, un un petit rappel qu'il y a aujourd'hui le BRES Cyber, donc c'est le centre de réponse aux incidents cyber qui est ouvert, il y a quelque temps et dont Ornisec est partenaire et donc l'idée de BRES Cyber, c'est d'être donc le centre de réponse. Ça ne veut pas dire que c'est BRES Cyber qui va réaliser la réponse à incident, mais en tout cas, ils vont vous mettre en relation avec des professionnels de cybersécurité pour, vous accompagner dans la réponse incident, donc en cas de cyberattaque. Ce numéro peut être appelé, c'est un appel gratuit, et qu'il ne faut pas hésiter à, contacter. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la prochaine partie? Alors, est-ce que des architectures physiques de type segmentation des réseaux informatiques et des applications ou de type ironique des contenus, des serveurs peuvent permettre de se prévenir de la propagation d'un ransomware au sein d'une organisation? En effet, alors il y a, plusieurs, solutions, hein, face, à des attaques, de type, rançongiciel. La première, c'est en effet le cloisonnement, et quand on dit cloisonnement, c'est idéalement physique, ça peut être aussi de manière, logique, mais bien sûr, c'est moins efficace. En tout cas, il y a énormément, d'actions, qui sont réalisables et possibles pour, se prémunir, face à ce type d'attaque. Je ne vais pas forcément toutes les citer parce que, il n'y a pas forcément une action qui va, permettre tout ça. C'est plutôt un ensemble d'actions, techniques et organisationnelles à mettre en place pour réduire le risque, que ça arrive. J'espère que ça répond à la question. Je vais passer maintenant, rapidement, au déroulement d'une attaque. Je vois que le temps, avance, rapidement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc pour le déroulement d'une attaque, c'est globalement toujours la même chose, hein. C'est 4 grandes étapes, donc l'accès initial, le mouvement latéral et l'escalade du privilège, c'est-à-dire l'élévation des privilèges, soit en compromettant un compte, soit en trouvant une faille. Ensuite, le vol et le chiffrement des données et enfin la demande de rançon. Et donc pour rentrer un peu plus dans le détail, heu, comment ça peut se passer? Donc soit on développe un rançongiciel, soit on achète ou on loue un rançongiciel, donc tout est possible sur le dark web, hein. On réalise une identification de la cible et soit on compromet initialement
le réseau de la cible, soit on va acheter un accès au réseau de la cible, aussi sur le dark web, pour réaliser ensuite une propagation manuelle au sein du réseau et identifier des ressources clés, notamment les serveurs de sauvegarde qui sont assez intéressants pour les attaquants. C'est notamment un des éléments principaux qu'ils vont regarder parce que s'ils arrivent à chiffrer aussi le serveur de sauvegarde, ils auront plus de chances que la victime paye la rançon parce que la victime n'aura plus accès à ses sauvegardes. Et enfin, l'action sur la cible avec le chiffrement des ressources clés. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il y a une organisation qui s'appelle le Mitre Attack qui, on va dire, recense toutes les attaques possibles par catégorie et par étape de l'attaque. Donc les étapes sont ici illustrées de gauche à droite, de la reconnaissance jusqu'à l'impact. Et pour chacune des catégories, il y a des techniques différentes qui permettent de réaliser, on va dire, les actions liées à l'étape dans laquelle vous êtes. Donc là, c'est un petit schéma, pour expliquer, rapidement que les vecteurs d'entrée peuvent être, différents. Donc soit, du phishing, soit des vulnérabilités liées, à des, logiciels ou encore, des accès distants, compromis, mais aussi, via des complices et les complices, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était par rapport aux affiliés des groupes de ransomware où ils peuvent avoir une certaine participation aux bénéfices s'ils donnent leur accès au réseau de l'entreprise. Voilà, donc c'est globalement ce que je disais tout à l'heure. Phishing, vulnérabilité système, via un tiers, il y a vraiment plusieurs vecteurs d'entrée possibles. Et donc le parcours type d'un attaquant de ransomware, donc en général, le plus souvent, c'est par mail. Donc par mail via un phishing. Donc le mail évite le filtre anti-phishing, encore faut-il qu'il y en ait un, de la victime et donc arrive dans sa boîte mail. Donc la victime clique sur le fameux lien malveillant ou la pièce jointe ou autre chose qu'on peut imaginer et l'antivirus échoue. Donc par exemple, on peut réaliser des attaques en mémoire. Je ne vais pas rentrer dans le détail du sujet parce que c'est assez technique et le malware se connecte au serveur CEC, donc Command and Control. En gros, c'est un serveur que l'attaquant contrôle et qui lui permet d'interagir avec le malware qui s'est installé sur le poste de travail pour ensuite le propager sur le reste du réseau. Donc ensuite, l'attaquant délivre ses instructions au malware qui va ensuite chiffrer les données de la victime et les exfiltrer en parallèle. Et enfin, le rançon logiciel va envoyer une notification de demande de rançon et l'attaquant tente de répandre ensuite le virus à l'écosystème de l'entreprise sur toutes les machines, serveurs et voire potentiellement autres entreprises qui seraient connectées au réseau de l'entreprise victime. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je regarde. Rootkit d'attaque en mémoire, oui, alors, rootkit, pour faire très simple, c'est un type de malware qui va, s'installer très discrètement, sur le système d'exploitation et qui va, on va dire, s'exécuter vraiment au tout début de l'initialisation de votre ordinateur. C'est-à-dire que quand votre ordinateur, il va démarrer, l'un des éléments principaux l'un des binaires, exécutables principaux qui va commencer à se lancer, ça va être le virus. Pourquoi? Parce que le virus, plus il est lancé en amont, dans la phase d'amorçage du système d'exploitation, moins il a de chances d'être détecté par un antivirus ou tout autre type de solution. Attaque en mémoire, donc ça va être des attaques, je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il y a des attaques qui sont réalisées sur le disque, donc notamment, via des pièces jointes. Donc la pièce jointe, c'est un fichier, le fichier, il est sur le disque et là, en fait, on appelle ça des attaques fileless, donc c'est-à-dire des attaques sans fichier qui arrivent directement en mémoire, c'est-à-dire directement dans la RAM de l'ordinateur. Est-ce que des applications de type Mail in Black, bien utilisées, peuvent limiter les risques de phishing? En effet, donc tout ce qui va être solution, d'anti-spam, d'anti-phishing, ça va avoir, un impact positif, là-dessus. Donc ça va vous permettre de limiter, de réduire, on va dire, les risques de phishing, mais le risque, 0 pardon, je je mélange tout, n'existe pas.
Mais donc il faut coupler, voilà, ces types d'outils-là avec de la sensibilisation aux personnes. Parce que ce qu'on dit toujours, en cybersécurité, c'est que, la faille est humaine et le problème se trouve toujours entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire que c'est, l'être humain. Et donc, une phase de sensibilisation couplée à des outils peuvent permettre, de réduire les risques. Et bien sûr, le risque zéro n'existera jamais. Pour les solutions, je vais avancer rapidement. Donc, il y a 2 choses. Il y a le niveau management. Quand je dis management, donc c'est vraiment la direction générale, hein, il faut qu'ils considèrent l'IT et la sécurité comme des enjeux stratégiques, et doivent, montrer leur engagement avec la mise en place d'un cadre de gouvernance, sécurité, donc la définition d'objectifs, de moyens, la mise en place d'instances de pilotage, de comités avec des revues de direction, de l'amélioration continue. Enfin, il faut vraiment que ce soit, sponsorisé par la direction générale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est juste un collègue dans le coin qui, lance la cyber dans l'entreprise, ça va jamais prendre. Il faut vraiment que ça vienne d'en haut et que ça se dispatche ensuite sur toute l'entreprise. Ensuite, au niveau DSI, donc c'est plutôt la DSI, hein, qui sera un grand acteur de la mise en place de la sécurité. Donc l'idée, c'est de choisir un guide et de l'appliquer en fonction de la maturité. Il y a plusieurs guides qui existent, aujourd'hui. Donc il y a un guide qui s'appelle, Guide pour les PME. Donc il y a 12 règles assez basiques, d'hygiène informatique à respecter. Ça peut être déjà un premier référentiel à prendre en compte. La seconde étape, c'est le guide d'hygiène de l'ANSSI, guide d'hygiène informatique, où il y a 42 règles, assez intéressantes, assez macro, qui vont nous permettre de sécuriser le système d'information, en suivant ces différentes thématiques. Et après, si on est un acteur encore plus, mature, on peut partir sur de l'ISO 27001, donc c'est une norme internationale, qui concerne la sécurité, de l'information. Et là, il y a vraiment, énormément de mesures à suivre, plein de recommandations, pour augmenter le niveau de sécurité, du système d'information. Et donc grâce à ces guides-là, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est un audit de maturité, hein. Donc, on prend le référentiel et pour chacune des règles, on regarde où est-ce qu'on en est. Ça va nous permettre de, pondre un plan d'action, une feuille de route et de prioriser les mesures par rapport aux risques qu'il y a. D'ensuite définir donc une feuille de route, on va dire, sur 3 ans. 3 ans, on va dire, par défaut, les feuilles de route, on les fait sur 3 ans. Faut que ce soit pas trop long, pas trop court et ensuite on fait un suivi annuel de la mise en place de ces différents projets, ces différents chantiers qui ont été, élaborés dans la feuille de route. Donc pour convaincre la direction générale, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de présenter l'état actuel et finalement d'où est-ce qu'on part? Et donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire un audit de maturité et d'essayer de présenter des synthèses, générales à la direction générale, comme par exemple le diagramme que vous voyez, à gauche, qui va permettre, de présenter, une vue à l'instant T, du niveau de sécurité par rapport à un référentiel choisi à la direction générale. Donc ça peut permettre de réaliser une prise de conscience à la direction générale pour obtenir notamment un budget en cybersécurité et valider une feuille de route par la suite. Donc si la direction générale ne décide rien, il y a d'autres, choses qu'on peut faire, c'est notamment présenter les conséquences, en cas d'impact et donc c'est notamment les impacts que je présentais au début de la présentation et donc là, on va parler notamment de pertes financières, d'impact sur l'image, de fonctionnement en mode dégradé. Il y a aussi la partie réglementaire qui entre en jeu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations, notamment NIS, LPM, qui s'appliquent à de nombreux acteurs qui peuvent être, utilisés et en soi, en fait, ce sont des réglementations donc clairement, c'est la loi et on ne peut pas déroger à la loi donc si la loi l'impose, il faut le mettre en place. Ça peut être aussi, un levier, intéressant, à mettre en avant. Donc quand on présente, à la direction générale, on va essayer de présenter aussi les causes et d'où viennent finalement les vrais problèmes pour, que la direction générale puisse avoir vraiment une vue 360 et comprendre finalement d'où vient le problème et quelles sont les solutions qu'on propose pour, avancer. Et donc là, quelques exemples, hein, on peut citer des exemples dans le manque de cadre de gouvernance IT, SSI, par exemple que l'informatique est considérée comme une simple fonction support alors qu'en vrai c'est quand même plus que ça.
Le manque de ressources RH et en euros, donc pas de budget pour investir dans des outils de cybersécurité, pas de budget pour recruter quelqu'un pour le mettre à plein temps ou même à temps partiel sur des sujets de cybersécurité. La manque de maîtrise du SI, parfois, on pense connaître tout du système d'information, mais il y a toujours des serveurs, des machines ou encore d'autres systèmes exotiques qui traînent et qui sont vulnérables et qui peuvent être utilisés par des attaquants pour entrer sur le réseau. Et enfin, la dette IT, notamment avec tous les systèmes applicatifs vulnérables qui n'ont pas été mis à jour. Et c'est d'autant plus de sources de risques et de vecteurs d'attaque qu'un attaquant pourrait utiliser. Et enfin, du coup, pour la présentation à la direction générale, l'idée c'est de présenter au moins 3 stratégies pour que voilà, la direction générale puisse avoir un peu de choix et puisse réaliser un arbitrage. Et donc là, par exemple, stratégie 1, bah, le recrutement. La stratégie 2, on va plutôt externaliser, on va recruter un prestataire en cybersécurité. Voilà, il faut présenter plusieurs choses possibles. Et au niveau DSI, le must-have, donc là, globalement, j'ai mis une liste en gros de thématiques cybersécurité et on va dire de bonnes pratiques. Et globalement, si on suit globalement toutes ces bonnes pratiques, on a déjà un réseau qui est quand même assez sécurisé. C'est déjà un très très bon début. Mais bien sûr, certaines de ces actions sont rapides à mettre en place, mais d'autres nécessitent beaucoup, beaucoup plus de temps. Comme la sensibilisation, par exemple, ça va être assez rapide, hein. On va prendre 1 heure, 2 heures avec les collaborateurs pour réaliser cette sensibilisation. Par contre, par exemple, pour durcir l'Active Directory, ça va être quand même un peu plus long ou pour encore l'achat d'outils type EDR, NDR, XDR et autres, ce sont des sujets complexes qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années. Petit focus sur la sauvegarde qui est assez important. Donc des sauvegardes régulières hein, pour éviter, même en cas d'attaque ransomware, de se retrouver à poil, entre guillemets. Donc l'idée, c'est de suivre le principe 3-2-1, donc c'est-à-dire 3 copies de données, 2 supports différents et une copie de la sauvegarde hors site. Quand on dit hors site, il y en a aussi qui disent offline. Donc ça veut dire une sauvegarde qui est offline, ça veut dire que c'est une sauvegarde qui est stockée sur un stockage qui est éteint. Et donc par définition, le stockage étant éteint, il n'est pas attaquable par un attaquant qui serait sur le réseau. Et l'idée aussi, c'est de tester régulièrement ces sauvegardes pour s'assurer que la restauration fonctionne bien. Parce que voilà, ce serait bête de réaliser plein de sauvegardes et le jour où on a une attaque par ransomware, de tenter de restaurer et de voir que voilà, les sauvegardes sont corrompues ou ça fonctionne pas et que voilà, finalement, tout ce qu'on a fait, ça servait à rien. Un petit focus sur l'EDR. Pour ceux qui connaissent pas l'EDR, on va dire c'est l'outil qui on va dire qui évolue par rapport à l'antivirus et qui apporte notamment des notions d'intelligence artificielle et de machine learning, donc une détection accrue des attaques et notamment une investigation et une remédiation, enfin des fonctionnalités d'investigation et de remédiation beaucoup plus importantes et qui sont des outils qui sont assez intéressants en réponse à des attaques de type ransomware. Alors attention, l'EDR, c'est pas magique, hein, c'est pas j'achète un EDR, je suis sécurisé, mais c'est une solution qui a fait ses preuves et donc couplée à d'autres bonnes pratiques, comme j'ai présenté précédemment, peuvent vous permettre de réduire les risques de compromission. Alors, pour les solutions, donc comment réagir en cas d'attaque, hein? Donc, déjà limiter les dégâts. L'idée, c'est de déconnecter les PC touchés ou à risque, hein, et limiter et couper, le trafic réseau au possible. Beaucoup d'entreprises coupent, totalement internet pour être sûr, de ne pas avoir de problème. En coupant internet, ça nous permet aussi de couper le lien qu'a l'attaquant avec notre réseau. Il n'a plus accès au réseau. Ensuite, de comprendre et corriger, donc identifier le mode opératoire de l'attaque, retracer toute la chaîne d'attaque, sécuriser les différentes failles et vulnérabilités que l'attaquant aurait utilisées, et nettoyer l'Active Directory et neutraliser les portes dérobées qu'il aurait mis en place.
Enfin, restaurer le système, donc là, réinitialiser les systèmes, restaurer à partir de la dernière sauvegarde non compromise, si c'est possible. Et enfin, communiquer autant en externe qu'en interne, ce qui est quand même, très important pour, tenir au courant, ne serait-ce que les personnes en interne ou encore, les partenaires, les clients ou prestataires qui travaillent avec nous. Une petite mention sur l'assurance cyber, donc comme toute assurance, comme l'assurance auto, comme l'assurance habitation, en cas de sinistre au niveau cyber, vous pouvez être assuré. Il y a certaines, entreprises ou certaines sociétés d'assurance qui proposent, ça. Donc ça peut être par exemple un remboursement en cas de rançon ou en cas d'impact, même partiel. Ça peut être aussi une assistance juridique, une mobilisation d'experts ou un levier supplémentaire. Donc ça peut être une solution aussi, à étudier. Je précise juste quelque chose, c'est que sur la partie assurance, l'assureur lui-même vous demandera un niveau minimal de sécurité pour vous assurer, sinon il considérera que vous êtes trop à risque et n'acceptera pas, de vous délivrer une assurance. Pour conclure, j'accélère un peu sur la fin parce qu'on arrive vraiment au bout du créneau, je suis désolé. Vous êtes concernés, il n'y a pas une seule personne qui n'est pas concernée, hein, les attaques par rançon logiciel se multiplient, tous les secteurs sont touchés, ça passe beaucoup par phishing, donc vous êtes en ligne de front, on va dire. Donc faites bien attention, à tout ça. Dès que vous voyez quelque chose de suspicieux, n'hésitez pas à le remonter à votre service informatique ou le signaler sur des plateformes qui existent, notamment en France. Il y a une plateforme qui s'appelle Signal Spam. Et préparez-vous, donc si vous travaillez sur le sujet en interne, donc impliquez votre direction générale, essayez d'appliquer une hygiène de sécurité au niveau de chaque périmètre, réalisez des sauvegardes offline, c'est très très important, et préparez-vous à la réponse incident et à la gestion de crise. Pour aller plus loin, il y a plusieurs guides de l'ANSSI, notamment celui-ci que je vous recommande. Donc attaque par rançongiciel, tous concernés et comment les anticiper et réagir en cas d'incident. Ça permet pas mal de cadrer la structure et de préparer les différents processus pour réagir rapidement en cas d'attaque. Et une petite checklist SSI en bonus que vous pourrez récupérer dans les slides. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Merci de m'avoir écouté et je vais regarder maintenant, les questions si vous en avez. Faut-il mettre aussi les risques financiers et amendes dans la synthèse? Alors je suis pas sûr d'avoir, compris la question des risques, dans quel sens? Si vous pouvez, préciser? C'était une question de Sophie. Sophie est en train d'écrire. En parallèle, je vais passer à une autre question. Les vieux soft métiers qui tournent obligatoirement sur un Windows XP, par exemple, Data IT, oui, en effet, on parle bien de systèmes totalement obsolètes comme Windows XP, hein. Il y a plusieurs entreprises qui continuent d'utiliser ce type de système d'exploitation qui sont pourtant totalement, désolé du mot, mais troués. Il y a plein de vulnérabilités parce que il n'y a plus de patch de sécurité sur ces systèmes d'information, d'exploitation, pardon. Et donc, en effet, ça en fait des sources de risques énormes. Et l'idée, c'est, même si on a ça, bah, d'essayer de les isoler à minima pour qu'ils ne soient pas accessibles par n'importe qui. Pour faire bouger une DG, rien de mieux que de mettre le coût financier chiffré prévisible des pertes à prévoir. En effet, ça, c'est une bonne méthode aussi, de montrer l'impact financier qu'il peut y avoir derrière. Alors, sur la synthèse des risques, au pour impliquer la direction générale. En effet, je pense que c'est intéressant de mettre les risques financiers, les amendes, possibles, hein, totalement. On peut parler du RGPD. Donc le RGPD, je ne sais plus si c'est 1 2 ou 4 du chiffre d'affaires, ou je ne sais plus combien de milliers d'euros. Il faudrait aller, revoir la réglementation, je ne l'ai plus en tête, mais déjà il y a ça et après si votre entité est, concerné par exemple par NIS2 ou par l'ALPM, là clairement c'est du réglementaire et pareil, vous pouvez avoir des sanctions et notamment pour NIS2 des amendes qui font quand même assez loin et c'est très salé. Et je crois que même dans NIS2, la personne morale, enfin la direction générale peut être prise comme responsable avec des sanctions qui peuvent être parfois assez lourdes. Voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions.
Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, je suis prêt à répondre si vous en avez.